Donc les traitements de l'addiction à la cocaïne et à la cocaïne base, vous savez que la cocaïne existe sous deux formes. Elle existe sous la forme poudre blanche, floconneuse et cristalline. Elle est peu soluble dans l'eau. Il existe de nombreux adultérants comme l'hydroxyzine, du paracétamol ou d'autres drogues stimulantes. Elle se consomme essentiellement par voie intranasale, mais également par voie intraveineuse. L'autre forme de cocaïne, c'est la forme cocaïne base, qu'on connaît sous la forme crack, c'est la cocaïne mélangée avec du bicarbonate de soude, ou la forme freebase, qui est de la cocaïne mélangée avec de l'ammoniac. Elle est essentiellement inhalée et il arrive qu'il y ait des phénomènes d'injection des résidus en fin de parcours de conso. Le cycle de l'addiction à la cocaïne, pour mémoire, ça commence par un phénomène d'euphorie, qui est un phénomène de renforcement positif, et fait suite à un phénomène de sevrage ou de réduction du plaisir qui donne lieu à du craving, un craving en cocaïne qui est un phénomène de renforcement négatif, qui est induit d'abord par la cocaïne, il est auto-induit par la substance. Il y a également des facteurs environnementaux qui interagissent, et ce qu'on appelle la paraphernalia, c'est tout le matériel utilisé pour consommer. Suite au craving, il existe une perte de contrôle avec un déficit de prise de décision, et puis on est dans l'administration de cocaïne avec la recherche de drogue et les risques multiples malgré les conséquences connues. Alors, en termes de traitement, la HAS a publié des recommandations professionnelles en 2010. Ça s'appelait les stratégies de prise en charge des consommateurs de cocaïne. Et ces stratégies étaient réalisées dans un but de réduction de la consommation ou de mise en place d'un sevrage. Donc, dans la mise en place du programme thérapeutique, il faut tout d'abord privilégier la prise en charge individuelle, qui peut être renforcée par une prise en charge de groupe. Il y a également une alliance thérapeutique, mais cette notion est valable pour toutes les addictions et toutes les maladies mentales. Et les facteurs qui ont un impact sur la prise en charge sont liés au consommateur, liés à l'environnement, liés aux produits. Il y a également les comorbidités psychiatriques qui interviennent, les comorbidités somatiques et addictologiques, et bien évidemment les phénomènes de polyconsommation. Concernant les facteurs liés au consommateur, l'usager de cocaïne est le premier et principal acteur qui est capable de modifier sa consommation, et on va utiliser ces stratégies pour essayer de réguler ou d'arrêter la consommation. Et les différentes stratégies utilisées par le consommateur, il faut évaluer différents éléments, la capacité d'abstinence périodique, la capacité de refuser de la cocaïne quand elle est offerte, est-ce qu'il sait consommer à faible dose et ou à faible fréquence, est-ce qu'il consomme uniquement dans des situations particulières, est-ce qu'il y a des activités qui ne sont pas centrées sur la recherche de produits, est-ce qu'on peut éviter que la consommation ne prenne le dessus sur d'autres activités, et les rationalisations d'occasion de consommer de la cocaïne. Dans les stratégies utilisées par le consommateur, il y a un processus de régulation ou d'arrêt qui s'inscrit en trois phases. Il y a une phase de motivation, une phase d'action et une phase de maintien. Et les stratégies personnelles déjà mises en place par le sujet doivent être identifiées, reconnues et renforcées. Concernant les facteurs liés à l'environnement, le soutien social et l'entourage est capital parce qu'il permet de repérer plus précocement des usages à risque et un usage nocif pour la santé. Il peut aider à modifier la consommation et il peut permettre d'accompagner la phase de modification des consommations. Concernant le produit, ces facteurs liés au produit, il y en a quatre, la quantité, la durée, la fréquence. Et il y a également la voie d'administration, intraveineuse et inhalée sont les voies les plus délétères. Et il faut vite penser à un renforcement résidentiel ou hospitalier de la prise en charge. En termes de comorbidité et de polyconsommation, concernant les comorbidités, il faut différencier un trouble psychiatrique préexistant de symptômes psychiatriques induits par la consommation. Bien évidemment, la prise en charge doit être intégrée. Elle doit être somatique et psychiatrique et addictologique. Et en termes de polyconsommation, c'est un argument pour hospitaliser vite les patients et les patientes. Alors comment on évalue cliniquement les patients? Il y a tout d'abord l'histoire du patient, son environnement, l'histoire de la consommation, les consommations associées, les stratégies déjà mises en place, l'âge de début des consommations, la fréquence, la voie, la quantité, les dépenses, les autres consos et les situations à risque sont des éléments à repérer, les conduites à risque virales et sexuelles et les symptômes psychiatriques également. Et en regard de tout cela, il faut un examen physique complet et des examens complémentaires systématiques. Les indicateurs de suivi sont les suivants. Il faut évaluer les symptômes de sevrage, il faut évaluer s'il y a une réduction de consommation, il faut évaluer le craving à l'aide d'échelles. Il y a une échelle validée en langue française qui s'appelle le Cocaine Craving Questionnaire. La consommation d'alcool ou d'autres substances dans les 30 derniers jours.
L'abstinence à semaine 3, M3, M6, M9, M12, qui fait partie intégrante du programme thérapeutique que j'ai monté depuis 2006. L'évaluation neuropsychologique au début de la prise en charge est capitale, ainsi que l'observance thérapeutique. Les cibles thérapeutiques ne sont pas uniques. Il faut agir sur l'euphorie, sur le sevrage, sur le craving, sur les troubles cognitifs, sur les comorbidités. Et on a deux axes de choix de traitement, soit réduire les risques, qu'il faut prendre en compte de toute façon, soit l'abstinence. Il existe trois approches thérapeutiques, l'approche pharmacocinétique, l'approche pharmacodynamique et l'approche substitutive, ou remplacement agoniste. L'approche pharmacocinétique, c'est réduire la quantité, éliminer la substance du système nerveux central. Elle est essentiellement médiée par l'immunothérapie, soit par des vaccins curatifs, soit par les anticorps monoclonaux. Il y a différentes pistes de vaccins avec des différentes options pour booster l'immunogénicité, différents types de vaccins qui ont été développés. Et l'approche pharmacocinétique la plus moderne, c'est le développement d'enzymes génétiquement modifiées qui métabolisent la cocaïne, qui vont transformer activement la cocaïne en métabolite inactif dans le plasma. Et vous voyez à la dernière ligne de cette diapositive qu'on a un développement de la cocaïne hydrolase de longue durée d'action par une équipe chinoise qui a agi en termes de détox et inactivation de la cocaïne. L'autre approche, c'est l'approche pharmacodynamique, c'est la plus utilisée en pratique. Donc, ce sont des médicaments qui ciblent des sous-types spécifiques du transporteur ou de récepteur, qui vont toucher différents systèmes neurotransmetteurs, et qui vont donc, par ce fait, moduler les processus neurobiologiques. Les tendances actuelles, parce qu'on n'a aucun traitement validé et ayant l'AMM, une autorisation mise sur le marché, donc on sait que la cocaïne, c'est une pathologie de la neurotransmission glutamatergique impliquée dans la rechute, qui a des cibles thérapeutiques qui sont des récepteurs glutamatergiques, et la N-acétylcystéine joue un rôle dans la réduction du syndrome de sevrage, du craving et de la prévention de la rechute à la posologie de 2400 mg jour. Il y a un protocole qu'on a développé à l'hôpital Paul Brousse, dans le cadre du centre référence cocaïne. Il est sur cette diapositive. Le modafinil, c'était une autre piste qui, la littérature montre que ce traitement réduit l'euphorie, réduit le craving, maintient l'abstinence, entraîne de meilleurs résultats chez l'homme dépendant à la cocaïne, non dépendant à l'alcool. Il y a également une amélioration cognitive, une amélioration de l'architecture du sommeil. Elle agit sur les circuits motivationnels et cognitifs. On a fait une étude de neuroimagerie et de pharmacologie qu'on a appelée Caïman. Et les données de Caïman montraient les éléments suivants. C'est vrai qu'il y avait une disponibilité du DAT qui était liée à la préférence pour le risque et le craving, qui avait 65,6% d'occupation du DAT par le modafinil chez les patients dépendants de la cocaïne, mais on ne retrouvait pas dans notre étude d'avantage thérapeutique du modafinil pendant l'hospitalisation, et il y aurait même un effet délétère sur l'abstinence en ambulatoire. C'était une étude de neuroimagerie, mais un autre indicateur dans la littérature. Le topiramate, c'est une autre piste qui agit sur les effets renforçateurs de la cocaïne, réduit le craving et maintient l'abstinence. Il y a eu différents types d'essais qui ont montré une réduction de la consommation et du craving chez les patients dépendants de la cocaïne, mais aussi comorbides cocaïne et alcool. Il n'y avait pas d'efficacité de ce traitement chez les fumeurs de crack dans une étude hollandaise, et une efficacité du topiramate les 4 premières semaines de traitement chez des crackers dans une étude contrôlée brésilienne. Pas d'efficacité du topiramate chez les patients sous méthadone, avec une altération des fonctions cognitives chez ces patients. Le disulfiram est une autre piste, avec une réduction de la consommation, du craving, de la dysphorie et le maintien de l'abstinence. La posologie de choix est à 250 mg jour dans les études, mais une étude montrait qu'il y avait un intérêt de posologie en milligrammes kilo, et 4 mg kilo diminuait la prise de cocaïne. Il y a eu de nombreuses études de pharmacogénétique avec le disulfiram qui ont montré des résultats intéressants. Et le disulfiram serait moins efficace chez la femme que chez l'homme. Et il n'y aurait pas d'effet du disulfiram sur l'allongement du QT, à la différence de la cocaïne et de la méthadone. Le baclofène, il n'y a pas de résultat probant avec le baclofène à 60 mg jour. Il faudrait d'autres études avec cette molécule. Concernant la noradrénaline et l'acétylcholine, donc les antagonistes des récepteurs alpha-noradrénergiques montreraient des résultats dans la réduction de l'usage de cocaïne. Il y a eu un essai avec du bipéridène qui a montré une réduction du craving et de l'usage. D'autres études contrôlées avec des résultats intéressants avec la progestérone versus placebo et une étude contrôlée randomisée en double aveugle et la buprenorphine naloxone
après administration de naltrexone injectable, montraient une réduction de la consommation de cocaïne. Aucune efficacité des combinaisons modafinil-D-amphétamine chez l'homme. Topiramate, celle d'amphétamine à libération prolongée, c'était supérieur au placebo avec 3 semaines d'abstinence continue. Et un indicateur avec le méthyrapone, qui est un inhibiteur de la synthèse du cortisol, et de l'oxazépam, avec une tendance à la réduction de l'usage de cocaïne et du craving. La troisième approche, c'est l'approche substitutive, donc avec une réduction de la consommation, avec du méthylphénylate LP. Il faut toujours évaluer le trouble hyperactif avec déficit de l'attention chez les patients dépendants de la cocaïne, il y en a 30%. Et il y avait des résultats intéressants également avec la D-amphétamine. Alors les traitements à ne pas prescrire pour l'addiction à la cocaïne, les antipsychotiques de première et seconde génération, les anticonvulsivants, les agonistes dopaminergiques comme l'amantadine, la bromocriptine et la pergolide, les antidépresseurs, les TSO et la naltrexone LP injectable. Ces médicaments-là doivent être prescrits dans leurs indications princeps. La réduction des risques est importante, donc il faut préférer la voie intranasale, ne pas partager son matériel, développer et mettre à disposition de nouveaux outils, éviter les associations avec d'autres substances, rechercher systématiquement des antécédents cardiovasculaires à grossesse, et une communication différente auprès des usagers de cocaïne. Et bien évidemment, les salles de consommation à moindre risque peuvent aider les patients, les sujets les plus touchés par la pathologie. L'approche pharmacologique doit être combinée à une approche psychothérapeutique. Et vous voyez qu'il y a différents types d'approches psychothérapeutiques comme les entretiens motivationnels, la thérapie cognitive et comportementale, la psychothérapie d'inspiration analytique, la gestion des contingences, le renforcement communautaire et des modèles de soins psychothérapeutiques ambulatoires comme le Matrix Model. Les entretiens motivationnels n'ont pas d'impact sur le taux d'abstinence quand ils sont utilisés isolément. Il faut les combiner à d'autres stratégies pour avoir un effet sur le suivi, sur l'observance et sur la réduction de la consommation. Un nombre limité de séances d'entretien motivationnel en début de la prise en charge est suffisant et on peut renforcer par un suivi téléphonique. La TCC est utile, c'est une approche thérapeutique brève qui est structurée, orientée, focalisée, flexible et individualisée. Elle est comparable ou supérieure à d'autres approches. Elle ne réduit pas la consommation immédiatement, mais elle a un effet à plus long terme qu'on appelle l'effet sleeper, dormeur. Les différentes séances de TCC, c'est introduire le traitement, faire face au craving, renforcer la motivation, acquérir les compétences de refus, reconnaître des décisions non pertinentes, généraliser les stratégies de coping et résoudre des problèmes. Séance type de TCC, ça peut durer 10 à 15 minutes en 3 parties, donc 30 à 45 minutes. Avec la première partie de la séance, c'est évaluer l'usage, le craving, les situations à risque, les conflits, débriefer les exercices. La seconde partie, c'est introduire et discuter le thème de la séance, faire un lien avec les conflits rapportés. Et la troisième partie, c'est vraiment prescrire l'exercice, vérifier la compréhension et les réactions du patient, passer en revue le planning de la semaine et anticiper les situations à risque. L'analyse fonctionnelle est résumée dans cette diapositive, avec différents éléments à évaluer. La gestion des contingences est une autre forme de psychothérapie. C'est une thérapie purement comportementale, basée sur la récompense, avec des objectifs ciblés comme l'abstinence, participer à des activités non associées à la recherche de cocaïne, augmenter l'observance, le suivi thérapeutique. C'est efficace dans les addictions et ce n'est pas fait en France de manière pratique. Quoi qu'il en soit, il faut combiner les approches thérapeutiques, traitement médicamenteux et thérapie comportementale, distinguer 2 étapes thérapeutiques, l'initiation de l'abstinence, on va utiliser un agent pharmacologique avec des entretiens motivationnels, et un maintien d'abstinence avec un agent pharmacologique et de la thérapie cognitive et comportementale. Il faut structurer et intégrer ce programme en prenant en charge le patient sur le plan addictologique, psychiatrique, somatique et social sur une durée de 12 mois. Je vous remercie pour votre attention.